Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui vont accrocher une performance positive sur l'ensemble de la semaine avec un CAC 40 qui se maintient au-delà des 6200 points à mi-séance. Vous aurez les détails dans un instant avec Alix Nguyen. Nous reviendrons d'ici quelques minutes sur le paquet délivré par la Banque Centrale Européenne hier. Une nuit de sommeil était nécessaire peut-être pour digérer les annonces de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que cette nuit de sommeil aura été suffisante pour répondre à toutes les questions? Je ne sais pas, mais Gilles Mouek sera avec nous en visioconférence pour revenir sur les enjeux européens en matière de politique monétaire, notamment chef économiste du groupe AXA. Sur le front de l'activité économique, sans grande surprise, on constate un scénario de dégradation de la conjoncture en Europe à travers les dernières indications qui ont été apportées par les PMI flash du mois de juillet, les premières indications d'activité dans le secteur privé, manufacturier et dans le secteur des services. Voilà, l'activité faiblit en règle générale avec des secteurs manufacturiers même qu'on retrouve en contraction désormais en France, mais également en Allemagne. L'Allemagne qui pourrait connaître d'ailleurs un trimestre négatif au 3e trimestre de cette année. Et pour l'ensemble de la zone euro, effectivement, ces indications laissent entendre que le PIB du 3e trimestre sera sans doute faible autour de 0. Et puis du côté des entreprises, la saison de publication se poursuit. On suivra notamment avant l'ouverture des marchés américains la publication de Twitter dans un contexte où l'un des concurrents de Twitter, Snap, s'est encore effondré hier sur le marché américain après la clôture, après la publication de résultats et de perspectives décevantes qui renforcent encore les interrogations sur l'avenir du modèle économique de ces plateformes de réseaux sociaux. Mais d'abord, les infos clés de marché à mi-séance avec Alix Nguyen. Le CAC avance en légère hausse si le marché se trouve porté par la reprise des flux de gaz russe vers l'Europe. Il prend aussi acte de la hausse des taux de la BCE. Aujourd'hui, sans surprise, on apprend que l'activité économique en zone euro dans le secteur privé s'est contractée en juillet. Elle est pour la première fois depuis février 2021 en repli sous l'effet d'une inflation toujours élevée. L'indice est tombé à 49,4, son plus bas niveau depuis 17 mois, contre 52 en juin et 54,8 en mai. Comme facteur de stress majeur pour les marchés, on retrouve la démission de Mario Draghi et ce qu'elle implique. Une nouvelle qui a provoqué une onde de choc en Europe et sur les marchés hier. Pour rappel, la sortie de scène de Mario Draghi se produit alors que l'Italie doit réduire sa dépendance en gaz russe et mener des réformes difficiles afin de recevoir les fonds du plan de relance européen. Le président de la République, Sergio Mattarella, a prononcé la dissolution du Parlement. Des élections législatives sont programmées pour le 25 septembre. Du côté des publications d'entreprises aux États-Unis, les résultats nettement inférieurs aux attentes de Snap ont quelque peu refroidi après clôture de Wall Street. La maison mère de l'application Snapchat publie des résultats décevants. Si son patron Evan Spiegel attribue ces résultats médiocres à un environnement macroéconomique difficile qui incite les entreprises à tailler dans leur budget publicitaire, il affirme que le groupe n'est pas satisfait de ces résultats, même dans un contexte difficile. Snap a pourtant publié un chiffre d'affaires en hausse de 13% à 1,11 milliard de dollars. Sa communauté continue aussi à croître avec 347 millions d'utilisateurs quotidiens réguliers en progression de 18% depuis un an. Mais Snap encaisse à nouveau une perte nette de 422 millions de dollars. Snap n'a publié de bénéfices nets positifs qu'une seule fois dans son histoire au dernier trimestre de l'année dernière. Dans les transactions après bourse, l'action du réseau social a plongé de 27%, entraînant dans son sillage Meta et Alphabet. On attend aujourd'hui, avant l'ouverture de Wall Street, les résultats de Twitter. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Gilles
Mouek est donc avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Revenons, si vous le voulez bien, sur les annonces et le paquet délivré par la Banque Centrale Européenne hier. Il y a bien sûr la hausse de taux de 50 points de base, qui est déjà un sujet, mais l'architecture de cette hausse de taux, c'est aussi ce programme de soutien, ce programme visant à garantir la bonne transmission de la politique monétaire en zone euro. Le programme s'appelle TPI et vient donc allonger la liste des acronymes, des programmes d'opération de marché qu'on connaît depuis plus de 10 ans maintenant au sein de la Banque Centrale Européenne. Le SMP date de 2010, si j'ai bonne mémoire, Gilles. Donc le TPI, Transmission Protection Instrument. À quoi sert ce programme spécifiquement, Gilles? J'ai essayé de résumer quand même le message de la BCE en langage clair. Il y a bien sûr un cadre d'intervention indicatif, très vague, qui permet de dire à la BCE, à la fin de la journée, on fera ce qu'on veut, quand on veut. Ça ne me paraît pas être une mauvaise interprétation, un mauvais résumé, au sens où il y a des conditions d'éligibilité pour bénéficier de ce programme, qui sera déclenché si la BCE juge que le pays fait face à un durcissement des conditions financières qu'elle jugera injustifié par rapport aux conditions macroéconomiques. C'est la vraie question, on y reviendra. Elle ne me paraît pas réglée par la communication qu'on a eue hier. Ces critères d'éligibilité, ils sont conformes aux attentes. Il ne faudra pas un nouveau contrat entre l'État membre et la BCE. Ça, c'est une grande différence par rapport au programme OMT, par exemple. Simplement, il faudra que l'État respecte les contraintes du semestre européen en matière de surveillance budgétaire. Il faudra que l'État respecte les conditions d'octroi des transferts et des prêts dans le cadre du pacte de nouvelle génération. Et il faudra aussi que l'État corresponde à des critères de soutenabilité de la dette publique. Bon, ça, c'était sans doute attendu, mais la BCE prend bien soin de dire que sa décision reste souveraine. C'est-à-dire que ce sont des conditions cumulatives, mais le choix, le jugement sera entièrement du fait de la BCE. Ce qui revient à la question suivante, quel est effectivement le critère de déclenchement? Et c'est un peu ça qui laisse les commentateurs sur leur faim. D'où votre point sur la BCE fera un peu ce qu'elle veut, parce qu'on achoppe toujours sur cette question. Qu'est-ce qu'un écartement des spreads? Qu'est-ce qu'un durcissement des conditions financières que la BCE jugera injustifié? Et la question à laquelle Christine Lagarde n'a pas répondu hier, sans surprise, j'allais dire, mais qui est revenue mais plusieurs fois, les journalistes italiens en particulier ont tout essayé, c'est de dire, est-ce que un durcissement des conditions financières, un écartement des spreads qui serait déterminé par une crise politique, ce qui est le cas aujourd'hui en Italie, est-ce que cela pourrait déclencher le TPI? Absence de réponse de Christine Lagarde. Moi, mon impression, c'est que a priori, ça ne pourrait pas déclencher un soutien du TPI parce que là, il s'agirait d'un écartement des spreads un peu voulu, ou en tout cas dont la source est entièrement nationale, qui ne tient pas son origine du marché lui-même, ce qui laisse l'Italie dans une situation assez inconfortable aujourd'hui et qui laisse tous les commentateurs, encore une fois, sur leur faim. Quel est le seuil de déclenchement? Personne n'en sait rien. Alors il était sans doute normal que la BCE conserve évidemment un pouvoir de discrétionnaire en la matière, mais ce pouvoir discrétionnaire aujourd'hui, il apparaît quand même extrêmement large. Sur l'Italie, quand elle a été interrogée, Christine Lagarde, elle a fait référence à un moment au programme OMT, justement, Gilles, en expliquant, selon sa lecture, que ce programme avait été designé pour faire face alors ce qu'on appelait à l'époque le risque de redénomination, c'est-à-dire le risque de voir les marchés pousser un pays de la zone euro en dehors de la zone. Je ne sais pas, est-ce que c'était une manière de dire qu'effectivement le risque politique italien aujourd'hui est un risque auto-infligé d'une certaine manière pour lequel la BCE n'a pas de légitimité à intervenir? Je pense que c'est le message sous-jacent. Ouais. Je pense que si on voulait résumer le degré de protection dont on dispose aujourd'hui avec le TPI, je dirais que s'il y avait contagion à d'autres pays que l'Italie, et que d'autres pays périphériques se retrouveraient sous pression, non pas à cause de leur développement politique, non pas à cause de raisons endogènes à, je ne sais pas, à l'Espagne ou au Portugal, mais simplement parce que le marché déciderait de les mettre dans le même paquet avec l'Italie, le fameux paquet périphérique, eh bien là, sans doute oui,
Le TPI serait déclenché pour protéger ces pays de la contagion, mais l'Italie elle-même ressortirait d'un autre type de traitement qui est le traitement OMT. Et l'intérêt du traitement OMT, surtout du point de vue des faucons de la BCE, c'est que là, pour le coup, il faut un contrat spécifique entre l'État membre et la BCE. Il ne peut y avoir déclenchement de l'OMT qu'à la demande de l'État membre et il doit y avoir établissement d'une conditionnalité spécifique. C'est-à-dire que là, on ne prend plus simplement le respect du cadre de surveillance budgétaire normal de l'Union européenne, on ne prend plus simplement les fameux milestones, les critères de bonne mise en œuvre du pacte nouvelle génération, on demanderait un contrat spécifique. Ce qui permettrait bien évidemment à ce moment-là de demander à quelque majorité politique que ce soit en Italie à ce moment-là, de s'engager sur des réformes structurelles, de s'engager sur une austérité budgétaire. Et c'est sans doute effectivement le message sous-jacent. Le message à Rome, aujourd'hui, en tout cas le message d'hier à Rome, c'est « Désolé, mais là vous êtes un peu tout seul. Si vous partez dans une situation très compliquée, s'il y a effectivement un risque de redénomination, si le marché vous attaque trop fort, vous avez toujours cette option de l'OMT, mais ça vous coûtera cher politiquement. Il faudra vous engager sur la réforme, il faudra vous engager sur une forme d'austérité budgétaire. Je crois que le message sous-jacent à Rome est incomparablement plus puissant que ce qu'on pouvait imaginer. Est-ce que ça a vocation à rester un outil technique, de liquidité presque conjoncturelle, voilà, qui viendra remplir, comme je le disais depuis 10 ans, la boîte à outils de la BCE, ou est-ce qu'il y a l'idée que ça puisse devenir un outil peut-être plus fondamental pour le bon fonctionnement, garantissant le bon fonctionnement de la zone monétaire, en l'absence, alors évidemment, de tout ce dont on rêve, la finalisation parfaite de l'union politique, notamment, Gilles. Christine Lagarde l'a dit elle-même, elle espère ne jamais avoir à l'utiliser. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment une arme de dernier ressort. C'est important d'avoir cette arme de dernier ressort dans le système. Ça permettra de ne pas perdre de temps justement à attendre qu'un État déclenche l'OMT, à attendre qu'on ait une négociation en bonne et due forme sur le contenu de la conditionnalité. Donc de ce point de vue-là, c'est assez puissant. Et ça a vocation probablement à devenir structurel, à faire partie de l'arsenal permanent de la BCE. D'ailleurs, il n'y a pas de terme dans le document que nous avons eu hier, en dépit de sa brièveté. En revanche, est-ce que ça apporte une réponse à la question d'aujourd'hui, à savoir comment fait-on avec l'Italie? Non. Bon, et donc on peut imaginer que le marché testera cet instrument peut-être sur la question italienne, qui est la question politique du moment, en tout cas en Europe, Gilles. Pourquoi est-ce que c'est grave que la BCE ait fait 50 points de base et non pas 25, comme elle s'était engagée à le faire? Je sais que chez les ECB Watchers comme vous, c'est quelque chose qui gratte, qui chatouille, Gilles. Alors que chez les gens de marché que j'ai autour de la table, dans cette émission, le sentiment est plutôt de dire « Ouf !» Enfin, la BCE prend la mesure de la situation et arrête de se voiler la face. Alors, je ne sais pas si c'est grave, mais en tout cas, c'est sérieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut traiter par-dessus la jambe, cette question de ne pas avoir fait en juillet ce qu'on avait dit qu'on ferait au mois de juin. C'est toute la question de la forward guidance. Et d'ailleurs, la BCE maintenant est cohérente avec elle-même, puisqu'elle n'a pas respecté sa propre forward guidance qui ne datait que du mois de juin. Elle a décidé d'en finir une bonne fois pour toutes, ou en tout cas pour ce cycle-là, avec la forward guidance. Elle nous dit aujourd'hui, chaque comité, nous serons libres, nous prendrons les décisions qui seront nécessaires, qui seront appropriées, que nous jugerons appropriées en fonction des circonstances macroéconomiques. Bon tact, ok. Mais ne pas faire ce qu'on a dit qu'on ferait, c'est un coût permanent pour la crédibilité de la Banque centrale. Il faut pas s'en cacher. Ça veut dire que sa parole sera quand même mise en doute dans le futur, lorsque nous aurons d'autres moments où la forward guidance sera rebranchée. Alors on peut peut-être essayer de trouver des solutions sémantiques. La forward guidance du mois de juin, c'était de dire que la hausse des taux de 25 points de base au mois de juillet était une intention. Bon, on peut penser
qu'une forme plus robuste de forward guidance, ce serait de dire dans le futur, si on l'utilise de nouveau, de ne pas dire une intention, mais de dire un engagement, we commit to, au lieu de dire we intend. Ça peut être une solution. Mais il restera toujours l'ombre d'un doute. Et un point qui m'a un peu chiffonné pendant la conférence de presse, c'est que dans les justifications qui ont été apportées par Christine Lagarde à ce changement, il y en avait deux principaux. Un, c'était le fait que l'inflation qui est sortie depuis lors, depuis la réunion du mois de juin, est sortie plus forte. Et donc là, la BCE s'est sentie obligée d'agir plus fortement. Ouais. OK. Mais la deuxième raison, c'était de dire, oui, et maintenant nous avons le TPI, donc nous pouvons en fait prendre le risque de taper plus fort pour aller vite. Mais au mois de juin, la BCE nous a déjà dit qu'elle travaillait sur un instrument de lutte contre la fragmentation. On savait que cet instrument allait être révélé au mois de juillet. C'est pas une surprise, c'est pas un élément nouveau. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça un tout petit peu curieux comme argumentation. Voilà, c'est pas la fin du monde, c'est pas le monde ne tourne pas autour de ce que pensent les CB Watchers qui sont aujourd'hui un peu déçus, un peu désorientés. Mais attention pour les fois suivantes. Il n'y a pas de coût à court terme de cette affaire-là. Mais attention, si dans 1 an, dans 2 ans, ou même dans 10 ans, on est obligé de remettre en place de la forward guidance, ça ne pourra plus fonctionner de la manière dont ça a fonctionné jusqu'à présent. Quand on prend en compte donc la nouvelle fonction de réaction, la nouvelle méthode de la Banque Centrale Européenne, qu'on ajoute un peu d'input macro aussi, on a eu les PMI par exemple ce matin, Gilles, quelle va être la nature du débat du prochain meeting de septembre 0, 25, 50, 100 ? Ça peut difficilement être 0 parce qu'il y a quand même un élément de forward guidance qui est que la BCE nous dit qu'elle cherche à continuer la phase de normalisation de sa politique monétaire, que des hausses de taux seront appropriées, qu'on va de toute manière vers des taux dits neutres, même si dans la même phrase, Christine Lagarde a dit « Personnellement, je ne sais pas quel est le niveau des taux neutres », ce qui n'offre pas de perspective extraordinairement claire, mais voilà, on sait qu'on va vers des hausses de taux, donc 0, ça me paraît très curieux. La question, c'est de savoir si on continue avec du 50, si on fait encore plus ou si on fait encore moins. Au CE central, c'est que c'est probablement encore 50, mais je n'exclus pas complètement qu'il y ait le début du commencement d'un débat sur en faire un peu moins, sur faire 25 points de base au mois de septembre, selon ce que l'on aura dans le flux de données cet été. Il est possible qu'une fois que les taux soient passés en territoire positif, le débat change un peu de nature au sein du Conseil des gouverneurs. Il y avait au sein du Conseil des gouverneurs un certain nombre de gens qui sont habituellement plutôt des colombes, qui nous ont toujours dit qu'ils étaient un peu inconfortables avec les taux négatifs, parce que c'est très compliqué à communiquer au public, parce qu'en plus ça peut avoir des effets contre-productifs sur la transmission de la politique monétaire, parce que ce n'est pas une très bonne affaire pour la distribution de crédit par les banques. Donc voilà, tant qu'on était en territoire négatif, vous aviez pas mal de colombes qui étaient en fait assez d'accord pour aller assez vite sur la normalisation. Une fois qu'on est en territoire positif, le débat change un peu de nature. Donc, le premier point. Deuxième point, ce qui se passe sur la conjoncture. Le PMI qui est sorti ce matin est quand même mauvais. Et même si la BCE est probablement aujourd'hui dans une posture un peu à la Saint-Thomas, c'est-à-dire qu'ils ne croiront à la décélération de l'inflation que lorsqu'ils l'auront vraiment vu dans les chiffres et probablement plus que simplement un mois. Mais ce qui est dans le pipeline, quand même, c'est un ralentissement économique qui s'annonce assez fort. Ce que j'ai trouvé intéressant dans les commentaires qualitatifs de Markit lorsqu'ils ont sorti le PMI ce matin, c'est cette idée qu'on commence à voir apparaître des stocks involontaires. Et ça, c'est important parce que lorsque des stocks involontaires commencent à apparaître, c'est là où la transmission des prix peut changer. Parce que là, si vous avez des entreprises qui sont assises sur des stocks assez importants, elles vont vouloir à tout prix s'en débarrasser, et c'est ça qui peut déclencher une baisse des prix, ou en tout cas une moindre hausse des prix. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait commencer à apparaître au troisième trimestre. Est-ce que ça arrivera suffisamment tôt pour que la BCE choisisse de ne faire que 25 au mois de septembre? Probablement pas, mais je n'écarterai pas totalement cette hypothèse-là. Merci beaucoup Gilles, merci pour votre éclairage au lendemain de cette réunion de la Banque Centrale Européenne. Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, avec nous dans Smart Bourse.
Et on parle à présent d'une thématique d'investissement passionnante, le thème de l'économie de l'abonnement. Et c'est un thème qui est exploité dans une des stratégies de Thematics Asset Management et son gérant Nolan Hofmeyer qui était avec nous en plateau il y a quelques jours dans Smart Bourse. On va regarder différentes choses sur un abonnement. On va regarder notamment une des métriques qu'on regarde beaucoup qui s'appelle le taux de renouvellement. Parce que forcément, quand vous avez des abonnés qui renouvellent leur abonnement année après année, avec un taux de désabonnement qui est très très faible finalement, eh bien, la valeur de cet abonnement-là sera beaucoup plus importante qu'une personne qui va se désabonner tous les 2 ans d'un service. Donc vraiment, cette métrique du taux de renouvellement est très très importante. Et puis en face, on va mettre le coût d'acquisition d'un client, parce que plus on renouvelle son abonnement, plus le client a de la valeur, mais il faut mettre en face les coûts finalement d'acquisition de ce client pour finalement avoir une profitabilité sur une entreprise. Si on regarde ce qui est votre ratio, je sais pas, risk-reward, on va dire, coût d'acquisition, taux de renouvellement, est-ce qu'il y a une distinction à faire d'ailleurs entre le monde B2C, de la consommation du particulier, et le monde B2B? Est-ce que ce sont 2 univers différents d'une certaine manière quand on prend ces indicateurs clés pour vous, Nolan? Oui, bien sûr. Alors on voit du côté du consommateur, en principe, on a un taux de renouvellement qui est un peu plus faible que du côté des entreprises. Parce que pour les entreprises, quand vous abonnez à un service, c'est plus sur le long terme, parce que si vous changez de service, ça a des implications sur d'autres services qui sont utilisés dans l'entreprise, ça a des implications sur beaucoup d'employés à la fois. Donc on a en règle générale des taux de renouvellement qui sont plus élevés du côté de l'entreprise que du côté du consommateur. Et après, même au sein de chacun de ces 2 gros segments, on va trouver des différenciations aussi. Du côté de l'entreprise, plus vos clients sont des grandes entreprises, plus ce taux de renouvellement aura tendance à être élevé, parce que de nouveau, ça a des implications beaucoup plus fortes que si vos clients sont un coiffeur ou un restaurant dans la rue. Et du côté consommateur, pareil, en fait, on va voir aussi la criticalité du service. Est-ce que c'est un service dont les consommateurs ont besoin tous les jours et qui ne peuvent pas s'en passer, ou est-ce que c'est un service finalement qui est plus discrétionnaire et que vous pouvez facilement vous désabonner? Donc là aussi, on aura des taux d'abonnement qui seront de renouvellement qui seront plus faibles si vous pouvez vous en passer plus facilement, bien sûr. Justement, ça nous amène à dire un mot de la conjoncture actuelle. Le risque est et on constate sans doute déjà des arbitrages en matière de dépenses de consommation discrétionnaires pour les particuliers, pour les ménages. Est-ce que c'est quelque chose dans les entreprises que vous suivez, dans votre univers d'investissement? Est-ce que quelque chose qui est déjà une réalité d'une certaine manière? Est-ce que ça reste un risque à court terme? Et comment vous appréhendez ce risque, effectivement? Est-ce qu'il y a un vrai risque pour des sociétés dont le modèle économique est l'abonnement de voir une chute de leurs recettes peut-être là sur les prochains mois et les prochains trimestres? Oui, bien sûr. Donc, on va voir sur comme vous dites, sur des dépenses plus discrétionnaires. Je pense qu'on a plus de risques. On va le voir sur certains services comme du dating en ligne, comme notamment du streaming vidéo aussi. On le voit aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent être abonnés à Netflix, à Hulu, à Disney+, etc. C'est assez clair que dans une période un peu plus compliquée, il y a de grands risques finalement qu'on va se focaliser que sur un seul service. Et c'est aussi ce qu'on va faire sur le portefeuille. On va plutôt aujourd'hui dans une période où l'économie peut être un peu plus faible, se concentrer justement sur ces services très critiques. Alors sur le consommateur, on peut citer les opérateurs téléphoniques. On est quasi obligé aujourd'hui d'avoir un abonnement téléphonique. On aime bien aussi tout ce qui est les clubs entrepôts. On a notamment une société américaine qui s'appelle Costco, où finalement pour aller faire vos courses et pour pouvoir profiter de prix qui sont extrêmement intéressants dans ces entrepôts, vous devez être membre. Et le modèle est très efficace parce qu'aujourd'hui c'est plus de 50% des profits de ces sociétés qui proviennent de cet abonnement. Et encore une fois, c'est plutôt critique pour les consommateurs parce que peu importe finalement l'économie, vous allez faire vos courses, vous allez vous nourrir quand même. Donc on a cette partie-là du côté du consommateur et du côté des entreprises aussi. On le voit, on travaille dans la finance, nous par exemple.
tant qu'on est là, on aura besoin d'un accès Bloomberg pour pouvoir gérer un portefeuille. Les sélectionneurs de fonds ont besoin d'un accès Morningstar pour trouver les fonds, etc. Donc c'est des services qui sont très très critiques, avec des taux de renouvellement qui sont très très élevés et qui sont en principe extrêmement résilients pendant des crises. Oui, c'est intéressant. Oui, Bloomberg est une société cotée, évidemment. J'ai vu MSCI aussi, donc des fournisseurs d'indices, Nasdaq, etc. Non, mais c'est intéressant de faire le lien avec dans une émission boursière. Ça nous intéresse effectivement de voir ces modèles économiques très puissants également chez ces fournisseurs de données dans le monde de la finance. Oui, c'est vrai qu'on a vu cette évolution sur Nasdaq. Typiquement, on connaît Nasdaq pour l'échange finalement, pour le stock exchange. Mais aujourd'hui, Nasdaq en fait a accumulé des données qui sont très importantes et a été intelligemment finalement à packager ces données pour les vendre sous la forme d'abonnement, a lancé d'autres solutions finalement plus tard de management de la fraude par exemple parce que ses clients sont des banques et c'est vraiment aujourd'hui a augmenté la part de son chiffre d'affaires qui provenait d'abonnements de manière vraiment significative et c'est aujourd'hui quasiment les 3/4 des revenus de la société et on a vu ça, on le voit beaucoup en finance, on le voit avec MSCI, on le voit aussi avec le London Stock Exchange, avec Nasdaq, donc c'est vrai que c'est des sociétés qui sont très très résilientes dans ce type de marché. Ouais. Je reviens à nos abonnements du quotidien particuliers. Vous avez cité Netflix, mais bon, on a vu alors Deezer, l'entrée en bourse de Deezer, qui visiblement soulève des interrogations peut-être structurelles sur ces modèles économiques dans le domaine de l'entertainment. On a tous été frappés de voir, la valorisation de Netflix ou le cours de bourse de Netflix effacer les 2 années de Covid. Et c'est vrai qu'intuitivement, on se disait, mais si, c'est quand même 2 années qui ont complètement changé la croissance de Netflix, peut-être à jamais. Finalement, non. Le marché revient un petit peu sur ce qui était des évidences ou des convictions très fortes, ce qui apparaissait comme des convictions très fortes il y a quelques mois encore. Oui, exactement. Et c'est là que le thème est extrêmement intéressant parce qu'on a vraiment cette diversification sur beaucoup d'industries différentes. Et on le voit aujourd'hui, le streaming, c'est une des industries qu'on peut jouer sur le fond, qui a toujours pris une part assez faible finalement dans le portefeuille. On pourrait très bien se dire que dans un fonds dédié à l'abonnement, finalement, Netflix est une position c'est l'évidence. Du top 10 et ça n'a jamais été le cas. On revient à la valeur de l'abonnement. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un abonnement ? Et on le voit aujourd'hui, le streaming en soi, ça reste une industrie qui est très compétitif, qui a besoin on parlait du coût d'acquisition des clients, c'est une industrie qui a besoin de créer du nouveau contenu pour attirer de nouveaux abonnés et pour garder ces nouveaux abonnés, parce qu'on parlait du taux de renouvellement, garder un abonné est extrêmement important, souvent même plus important qu'acquérir un nouvel abonné. Et puis du coup, on le voit, c'est une industrie qui est compétitive et en plus qui a des coûts d'acquisition qui sont assez élevés et des taux de renouvellement qui ne sont pas forcément les plus élevés. Donc c'est pour ça qu'à la fin, c'est pas forcément l'industrie la plus intéressante dans l'économie de l'abonnement. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a jamais eu une exposition très très forte à ce segment-là. Et voilà, on n'a pas participé à Deezer par exemple non plus. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça montre vraiment cette diversification et cette diversité du type de modèle qu'on peut trouver même dans les modèles de l'abonnement. À propos de garder ses abonnés, on l'a tous vécu plus ou moins, mais comment dire ? La capacité à ne pas se désabonner facilement. Alors, est-ce que ça fait encore partie de stratégies d'entreprise ? Est-ce que ce sont encore des pratiques courantes ? Et en tant qu'investisseur, comment vous regardez ces situations-là ? Si ce sont des réelles stratégies d'entreprise, on se dit, finalement, ça permet de garder l'abonné plus facilement pour l'entreprise. C'est aussi un risque peut-être de réputation à terme. Non, exactement. Je pense que ça reste une stratégie très court terme parce que finalement... Et ça reste une pratique courante. Ça reste, je pense... Rendre compliqué le chemin de désabonnement. Ça reste c'est toujours moins courant, on dira. Parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est vraiment... si c'est difficile pour vous de vous désabonner, le jour où vous y arrivez, c'est clair que vous n'allez plus vous réabonner. Donc c'est une stratégie qui est très très court-termiste. Et c'est clairement pas sur le type de société qu'on veut investir. Et c'est pas les sociétés qui ont du succès sur le long terme. Donc on le voit. On a plutôt, je dirais qu'on voit plutôt l'effet inverse. Alors on parlait de Netflix. Ouais. Netflix, typiquement, aujourd'hui, si vous n'utilisez pas le service du tout pendant plusieurs mois, Netflix va automatiquement vous désabonner sans que vous-même ayez à le faire. Donc on voit vraiment plutôt ces fournisseurs à vouloir
aider les personnes à se désabonner. Et je pense une autre industrie qui me vient en tête, qui est intéressante, c'est l'industrie des salles de sport, où là aussi on a cette habitude d'avoir beaucoup de mal de se désabonner. Et on voit aujourd'hui que les acteurs qui ont tendance à prendre des parts de marché, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, c'est finalement ceux qui proposent des abonnements très flexibles, qui se permettent de désabonner vraiment d'un mois à l'autre. Et on voit que c'est ce qui plaît aux consommateurs, et c'est finalement la stratégie. Ça vient une source de création de valeur. Faciliter le désabonnement d'une certaine manière, ou rendre flexible l'abonnement et le désabonnement, c'est une création de source, c'est une source de création de valeur. Et vous rendez aussi facile le réabonnement. Nolan Hofmeyer, gérant et fondateur chez Thematics Asset Management, invité de Smart Bourse sur Bismart.